et que fin 2012, Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, on n'a pas pu l'interroger, on n'a pas le droit, il est président de la République aujourd'hui, avait commandé une étude très précise pour 300 000 euros, c'était pas rien, à l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Il est 7h49. Sud Radio vous explique comment le cabinet privé McKinsey, qui conseille le gouvernement, a pu échapper à la fiscalité française. Salut Jean-Baptiste et merci d'être venu sur notre plateau pour évoquer donc le dernier épisode de la série documentaire Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. C'est aussi le plus renversant parce qu'il pose une question de fond. Emmanuel Macron aurait-il donc menti aux Français, au fisc et à la haute autorité de transparence de la vie publique en affirmant à plusieurs reprises et en déclarant sur l'honneur une fortune sous-évaluée. Vous avez peut-être suivi des scandales McKinsey et Rothschild. Vous avez déjà vu autant de crises sociales en même temps, dans l'hôpital, à l'école, partout. Enfin, ce pays est maltraité. On est tous en burn-out, quasiment. Nous avons quand même à la tête de l'État quelqu'un, donc le président de la République, qui nous dit que être citoyen, c'est avoir des devoirs avant d'avoir des droits. Le 24 avril prochain, on aura le choix entre deux modèles de société. L'un sera libéral, mondialiste et fédéraliste. Il porte en lui la destruction de notre modèle social et une dérive autoritaire certaine dont nous n'avons eu qu'un avant-goût jusqu'ici. L'autre sera... ça dépend. Macron a découvert sa vocation d'acteur en tant qu'élève de sa future épouse. Depuis, il a joué aux militaires, à James Bond 007, au médecin-chef, au gilet jaune, au tennisman, au président américain décontracté, à Mitterrand, à De Gaulle, à Kennedy pendant les missiles de Cuba, à Zelensky, au sauveur de l'Europe et de la paix face à Poutine. Il joue son propre rôle dans une série Netflix. Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas, je pense, me projeter dans autre chose. Et là, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine, avec une situation qui impressionne nos compatriotes. Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. Et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. Il joue avec des youtubeurs. Il joue à un président ne devrait pas faire ça. Il joue à l'honneur de la France. Le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Le traître et le néant, montre comment Macron a vendu des fleurons industriels tels que Alstom, Lafarge, Technip, Alcatel, en échange d'un soutien financier pour sa campagne de 2017. Mais ce n'est pas tout. On pense à la vente de l'aéroport de Toulouse à une mafia chinoise. Mais la vente d'Alstom, fleuron stratégique de la France, est une véritable affaire d'État, voulue et organisée par Macron, d'abord secrétaire général de l'Élysée, sous Hollande, puis ministre de l'économie. Et vous présidez la commission d'enquête Alstom, justement. Alors, replongeons-nous en 2014. L'agence de presse Bloomberg annonce le rachat de General Electric de la branche énergie d'Alstom. Selon votre enquête, qui est au courant à ce moment-là ?
En fait, en théorie, si on écoute ce que nous ont dit les acteurs politiques de l'époque, personne, ils découvrent, ils tombent de l'arbre, etc. Bon, c'est la version de Monsieur Montebourg, qui était sans doute sincère, qui avait sans doute pas beaucoup d'infos. C'est aussi la version que reprendra Emmanuel Macron, son successeur ministre de l'économie en 2015 devant l'Assemblée nationale. En réalité, au terme de 6 mois de travaux, on se rend compte que l'histoire est peut-être pas tout à fait celle-là, que la chronologie n'est peut-être pas tout à fait celle-là, que cette vente, elle était dans les tuyaux depuis la fin 2012, elle a germé fin 2012, et que fin 2012, Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, on n'a pas pu l'interroger, on n'a pas le droit, il est président de la République aujourd'hui, avait commandé une étude très précise pour 300 000 euros, c'était pas rien, à l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Donc voilà, l'État a sans doute été informé bien avant qu'il ne nous l'a dit. Je vous interromps déjà sur ce premier point. Emmanuel Macron commande une étude dans le dos du ministre de l'économie sur la nature de ce qui pourrait se passer, on s'est bien compris. C'est ça, c'est un dysfonctionnement assez étonnant. Je reprends les différents acteurs à la lumière des informations que vous avez pu recueillir. On se souvient donc de la réaction d'Arnaud Montebourg qui se retrouve, lui, face au fait accompli. Est-ce que vous pensez qu'il l'a réellement subi ? Oui, je crois, nous avons entendu Arnaud Montebourg sous serment, on a la possibilité, on l'a entendu 2 fois. Je crois très clairement que lui n'était pas informé et que lui a vraiment découvert à ce moment-là ces discussions. Emmanuel Macron est président de la République. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a affirmé, lui aussi, s'être retrouvé devant, je cite, un projet totalement ficelé. Vous nous dites aujourd'hui très clairement sur RTL que vous pensez que c'est faux, qu'il ment. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas, d'ailleurs, il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé. Pourquoi ne pas au cabinet d'audit qu'il a commandé lui-même. Il avait demandé lui-même, qui a quand même coûté 300 000 euros. Pourquoi est-ce qu'il ne nous en a pas parlé? Il aurait pu nous dire, dès 2012, on a vu des réflexions, mais on a interrogé Martin Bouygues, il nous a dit... En fait, l'affaire Alstom, c'est quelque chose dont on entend parler dans un espèce de bruit de fond depuis 2014, sans vraiment savoir tout ce qui se trame derrière. Et nous, on a découvert un dossier, mais vraiment tentaculaire, avec tout un tas de sujets d'intérêt public, qu'on parle de casse sociale, qu'on parle de souveraineté énergétique, de notre accès en fait à la production d'électricité, parce qu'Alstom c'est une industrie stratégique dans le nucléaire, et le nucléaire c'est de là que viennent 70% de l'électricité produite en France. De guerre économique, des enjeux de guerre économique qui sont passionnants aussi, dont j'avais pas du tout conscience avant de bosser là-dessus, notamment par rapport aux Américains. On en reparlera peut-être. Des enjeux de conflit d'intérêts. Là, on entend Arnaud Montebourg dans la bande-annonce qui dit ils avaient loué tout le monde. On a découvert que dans cette vente, donc ce rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric en 2014, il y avait énormément d'argent qui avait été dépensé en amont et énormément de lobbying sur la place de Paris via des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des agences de communication, des conseillers spéciaux pour que personne ne s'oppose finalement à cette vente et qu'elle se fasse, alors que c'était un outil stratégique, un outil industriel hyper puissant en France sur certaines tranches, sur certains secteurs de son activité. Alstom Énergie, c'était un leader mondial, on était numéro 1 du marché sur les réseaux électriques, sur l'hydroélectricité, sur les turbines vapeur, les fameuses turbines Arabelle. C'est des choses qui sont pas très connues du grand public parce que c'est assez précis et c'est assez technique comme sujet, mais en réalité ça nous concerne tous. On dépend tous de l'électricité tous les jours au quotidien, et le fait d'avoir vendu ce fleuron-là, donc d'avoir vendu des savoir-faire, d'avoir vendu un outil de production industrielle unique au monde, et d'avoir vendu des brevets en fait à une puissance étrangère quelle qu'elle soit, et de perdre depuis en compétences et la casse sociale qui s'en est suivie, etc., c'est vraiment avoir perdu un outil industriel hyper précieux qu'on va avoir énormément de mal à reconstruire. Avoir la main, être indépendant sur l'énergie, sur notre production d'électricité, en fait, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'indépendance, c'est une question de survie pour un pays, en fait. Aucune entreprise ne peut fonctionner. Exactement. Aucune entreprise, aucun foyer ne peut vivre, ne peut fonctionner sans électricité. On en dépend au quotidien. Donc, c'est vraiment un enjeu très, très fort.
Et ce qui est dramatique et qu'on a découvert en fait tout au long du documentaire, c'est que finalement dans cette affaire, sur une thématique aussi importante, aussi sensible, nous, on a l'impression à la fin de ces 3, 4, 5 mois d'enquête que c'est pas l'intérêt général qui a été défendu dans cette affaire, que c'est des intérêts particuliers qui ont primé ou en tout cas qui ont eu un poids en fait énorme, avec des intérêts financiers, avec du pantouflage, avec des postes des uns et des autres qui sont passés d'un point A à point B, qui étaient au service de l'État mais qui sont partis dans les grandes banques, etc. Donc vraiment ça interroge et ça... Évidemment, ça questionne nous les journalistes qu'on est, mais j'imagine aussi les citoyens sur la défense de l'intérêt général par les personnes qui nous gouvernent. Je sais pas à quel point on peut parler de corruption ou pas, parce que c'est un terme qui est régi par la loi, etc. Donc, mais en tout cas, dans cette affaire, c'est clair que c'est pas l'intérêt général qui a primé. C'est ce que nous disent les personnes interviewées dans le film et à tous les étages, que ce soit certains responsables politiques qui s'en sont inquiétés eux, qui se sont pas laissés justement prendre par ça. Ou les salariés d'Alstom et les syndicats d'Alstom, General Electric, avec qui on a été en lien, qui ont vraiment l'impression de s'être fait trahir. Quand vous voyez que en 2014, quand General Electric rachète cette branche énergie pour 12 ou 13 milliards à l'époque, avec des grandes promesses d'en faire un outil industriel majeur, de créer de l'emploi en France. On a vu dans la bande-annonce Jeff Immelt, le patron de GE, donc l'acheteur américain, qui vient convaincre sur les plateaux télé à l'époque sur France 2. Le même soir, il y a Patrick Cron sur TF1, le PDG d'Alstom. Donc la machine aussi médiatique se met en branle et ils viennent sur les plateaux pour vendre absolument ce rachat comme une alliance d'égal à égal. Et donc à chaque fois, on voit que c'est vendu comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Et je dis à chaque fois parce qu'il n'y a pas qu'Alstom, il y a eu Alcatel, il y a eu STX, il y a eu Lafarge, il y a eu plein d'autres sociétés. Il y a eu une espèce d'âge d'or des fusions-acquisitions depuis qu'Emmanuel Macron, en tout cas ça coïncide les dates entre 2014 et aujourd'hui, était ministre donc de l'économie puis président de la République. Il y a eu vraiment beaucoup de fusions-acquisitions de grands groupes cotés au CAC 40. Et donc à chaque fois, en fait, il y a un espèce d'écosystème où il y a de l'argent qui circule via ces grosses boîtes, où il y a du pantouflage aussi, c'est-à-dire du passage de serviteurs de l'État, on en revient toujours à l'intérêt général, de hauts fonctionnaires qui sont censés travailler, qui travaillent à Bercy, à l'Agence des participations de l'État. Il y avait notamment David Azema, Frédéric Rothenberger, qui a travaillé pour Arnaud Montebourg quand il était ministre du redressement productif au moment du rachat d'Alstom. Et les deux sont partis dans des banques conseils, à la Banque Lazare ou à la Bank of America. Alors le dossier Alstom, c'est bien au-delà que d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron est quand même le fil rouge de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc du moment où il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, même donc à partir de 2012, jusqu'à aujourd'hui, en étant passé ministre de l'économie et président de la République. Pourquoi? Parce que l'affaire commence, vous le verrez dans le documentaire, par un ministre de l'économie qui s'appelle Arnaud Montebourg, donc on interview, qui a eu un rôle lui et qui a poussé pendant un temps comme il pouvait, pendant quelques semaines, en mai-juin 2014, pour que ce rachat par General Electric n'ait pas lieu, mais soit que l'État nationalise Alstom, totalement ou partiellement, soit qu'il y a un autre racheteur comme Siemens, le concurrent allemand, qui était plus dans la branche transport, mais en tout cas que ça ne se fasse pas au bénéfice de GE et que ce rouleau compresseur dont on a parlé, politique, médiatique, du monde économique qui s'était mis en branle pour dire oui, GE, on les accueille, venez racheter, on vous donne tout, on est content. Que ce rouleau compresseur-là, on l'arrête et on dise attendez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choix, d'autres solutions? Montebourg, en réalité, il a été totalement court-circuité, c'est raconté dans le doc, par François Hollande, qui est président de la République à l'époque, Manuel Valls, et par aussi un secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque qui se permet de dire dans une réunion, alors que c'est pas spécialement non plus sa place, qui se permet d'exprimer un avis. Et quand Montebourg propose la nationalisation totale ou partielle, on a Emmanuel Macron qui dit mais on n'est pas au Venezuela. Sous-entendu, ce serait déjà, c'est une politique entre guillemets d'extrême gauche ou communiste que de vouloir nationaliser, en fait protéger aussi l'un de nos fleurons industriels. Donc on voit là en fait toute la couleur, la coloration idéologique derrière du libéralisme, du capitalisme qui ne doit pas être régulé et de la course au marché à tout crin sans jalon qui a mené à cette perte. Et donc
tout au long, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron a un rôle à différents égards. En tant que ministre de l'économie, c'est lui qui signe en novembre 2014 la vente définitive de GE à Alstom. Et à ce moment-là, ce qui est très important de comprendre dans cette affaire, parce qu'on peut se dire, ok, mais c'est la vente entre deux entreprises, donc l'État n'a pas de rôle tellement à jouer. L'accord de novembre 2014, c'est un accord tripartite entre Alstom, General Electric et l'État. C'est un accord contractuel, c'est pas simplement des belles promesses. L'État s'engage à ce moment-là, et c'est Emmanuel Macron qui signe en tant que ministre de l'économie et qui dit on va suivre les promesses de General Electric. Il y avait notamment la création de 1000 emplois, création nette de 1000 emplois, le maintien des sièges sociaux en France pendant au moins 10 ans, et d'autres points un peu plus techniques sur des parts, du rachat d'actions, des choses comme ça. Ou une golden share dans la partie nucléaire, justement, qui était particulièrement sensible, donc un mécanisme pour pouvoir bloquer des potentiels rachats ultérieurs. Mais en tout cas, sur ces points-là, l'enquête le montre. On est allé voir si l'État avait fait ce suivi, avait fait cette surveillance, avait joué son rôle de gendarme. Mais force est de constater que pas du tout. Celui qui vend les fleurons industriels stratégiques de son pays, c'est un traître. Celui qui concède des avantages à l'Allemagne, par le traité d'Aix-la-Chapelle, et aux dépentes de la France, est un traître. Celui qui supprime 17 000 lits d'hôpitaux, dont 57 000 pendant le Covid, est un traître. Celui qui éborgne et mutile des gens de son pays, est un traître. Celui qui fait arborer le drapeau de la mafia européenne, même si ce n'est que symbolique, est un traître. Celui qui, par soumission aux injonctions de l'Union européenne, détruit le code du travail, veut privatiser l'école et la santé, fait une réforme antisociale du chômage, ou qui veut porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, est un traître. Tout le monde se souvient de l'affaire Benalla. Il y a eu beaucoup d'affaires, en Macronie, par exemple, l'affaire des mutuelles du Mans, mettant en cause Richard Ferrand, président de l'Assemblée. Mais le grand scandale est l'affaire des cabinets privés, en particulier McKinsey. Sans oublier l'histoire du patrimoine de Macron. 7300 documents analysés, le tout en 4 mois d'enquête. Et donc, ces mots qui, moi, m'ont frappé, phénomène tentaculaire et opaque. Pourquoi, je vais commencer par le tentaculaire. Pourquoi est-ce tentaculaire? Quelles sont les politiques publiques concernées? Un peu toutes? Oui, oui. Quand on dit tentaculaire, je pense que ça prend tout son sens, parce qu'effectivement, il y a un moment où on ne sait plus qui fait quoi. Qui est l'émetteur, qui est celui qui répond à une commande, je vous rajoute les sous-traitants, etc. Donc tout ça part de façon complètement dispersée, et on a du mal des fois à retrouver en fait non seulement les livrables, mais on a du mal à retrouver qui est à l'origine et qui est maître d'œuvre dans ces affaires. Donc c'est vraiment c'est ce qui nous amène à penser, et je l'ai pensé immédiatement au début de la commission d'enquête, que il y avait effectivement un manque de transparence évident. Donc là, on vient sur l'opacité. Exactement. Par exemple, moi, ça m'a frappé dans vos conclusions. Il y a pas forcément le logo du cabinet qui travaille sur les documents qui sont fournis. Alors, ce qui est pas toujours vrai. Ça peut être pris pour un document ministériel. Ce qui est pas toujours vrai. Oui, c'est dans certains cas. Voilà, c'est pour certains cas, et ça a été le cas notamment durant la crise sanitaire, où nous avons le document qui existe, et nous savons qu'il a été réalisé par McKinsey, mais effectivement, son logo n'apparaît pas sur ce document. Or, on s'aperçoit que le même document, avec des chiffres et des graphismes différents, a été produit par McKinsey en Australie. C'est-à-dire que, y compris, ils font des copier-coller de documents qu'ils remettent à d'autres pays que la France, et ils cachent en fait le fait qu'ils sont. Je suis pas sûre que ce soit moins cher. Mais ce qui est plus grave, c'est que ces documents qui sont simplement estampillés du logo du ministère partent, et ça nous le savons, sont partis plus exactement au Conseil de défense. Moi, je suis parlementaire. Je ne sais pas ce qui se passe au Conseil de défense. Je ne sais pas qui est membre de ce Conseil de défense. Donc ça renforce aussi le sujet de l'opacité et du manque de transparence. En France, les bureaux de McKinsey sont sur les Champs-Élysées. Une adresse prestigieuse, non loin des lieux de pouvoir. Il faut dire que certains de ces dirigeants connaissent très bien Emmanuel Macron. Comment pouvez-vous justifier ce recours accru à des cabinets privés dans la conduite des politiques publiques?
au service de l'intérêt général. Quand on fait appel au privé, on dit pourquoi le public fait pas, et quand on fait appel aux deux, c'est où on en fait appel trop à l'un, trop à l'autre. Moi, je ne sais plus, monsieur le député. Je peux vous dire, c'est qu'il y a des règles. Ces règles sont évidemment respectées, y compris les règles de transparence. La polémique a été relancée avec cette séquence, extraite d'une audition de la commission d'enquête du Sénat. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? La rapporteure interroge des responsables de McKinsey, un très gros cabinet de conseil américain, qui a reçu une très grosse somme d'argent de la part de l'État français. Et le but de cette commission, c'est de comprendre où est passé cet argent et à quoi il a servi. De longues minutes pendant lesquelles la rapporteure va essayer d'en savoir plus. Il y avait des responsables, des enseignants, qui collaboraient. Oui, madame la rapporteure, mais je n'ai pas directement piloté ces travaux. Et nous travaillons maintenant, madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Oui. Je trouve que cette réponse est un peu imprécise. Elle va demander des précisions et va être confrontée à beaucoup de blabla que je vais vous épargner ici, sinon cette vidéo va durer 4 heures. Mais évaluer les missions du métier d'enseignant, ça veut dire quoi au juste ? Et surtout, qu'est-ce qui justifie l'externalisation de ces compétences à des cabinets privés ? C'est bien ce qui met McKinsey et les membres du gouvernement dans l'embarras. Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, explique que cela devait alimenter un important travail du ministre de l'Éducation, qui devait aboutir en avril 2020 à un colloque sur l'avenir du métier d'enseignant. Sauf que, pas de bol, ce colloque a été annulé à cause de la crise sanitaire. Et pas de bol non plus, il n'a jamais été reprogrammé. La ministre précise tout de même que ce travail a été utilisé pour réaliser un rapport sur le professeur du 21e siècle, présenté au Collège de France en décembre 2021. L'occasion enfin de rentabiliser cet investissement ? Pas vraiment, à en croire l'auteur principal de ce document de 120 pages, Yann Algan, professeur d'économie et doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, qui explique à France Info: il est issu de mes travaux de recherche, notamment sur les problématiques de coopération des méthodes pédagogiques et des travaux de mes confrères, comme Stanislas Daen, sur les bénéfices de l'éducation. Dans la dernière partie, qui présente une analyse comparative des modes de gouvernance, Yann Algan a bien repris quelques graphiques produits par McKinsey dans son document, mais cela représente un pourcentage tout à fait négligeable du rapport, estime-t-il. Mais alors, à quoi a bien pu servir cet argent ? Mystère et boule de gomme. Et ces affaires pour le moins étranges de versement d'argent public à des cabinets de conseil privés ne sont pas nouvelles. En pleine pandémie, entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a passé pas moins de 28 commandes auprès de 7 cabinets pour un coût de 11 350 000 €. Sur la période 2018-2020, les dépenses de conseil de l'ensemble des ministères se sont élevées à une moyenne annuelle de 140 millions €, selon les chiffres de son propre ministère. Moi, je verserai jamais dans le populisme, qui consisterait à dire que c'est du populisme, jamais, au grand jamais, l'État n'aurait pas besoin d'aller chercher une vision externe, n'aurait pas besoin d'aller chercher une compétence ponctuelle qu'il n'a pas. Amélie de Montchalin part donc du principe qu'il y a de nombreuses compétences que l'État n'a pas. Des compétences qui coûtent 140 millions € par an, donc. Mais alors, à quoi servent donc ces cabinets ? Qu'apportent-ils exactement de si précieux que l'État ne puisse pas faire lui-même ? Karim Tadjeddine, le directeur associé de McKinsey, l'explique ainsi. Nous intervenons essentiellement dans 2 cas de figure. En amont de la prise de décision, pour aider à instruire celle-ci grâce à des travaux d'analyse factuelle, et en aval de la décision pour aider les responsables publics dans l'exécution. Seulement, on peut s'imaginer qu'il est plus facile de faire affaire quand on connaît bien les clients. Une enquête édifiante, publiée dans Le Monde en février dernier, soulignait la proximité troublante d'Emmanuel Macron et son entourage avec McKinsey dans de nombreux autres dossiers. Cette enquête, dont je vous conseille fortement la lecture, racontait déjà l'opacité, le silence, le pouvoir, l'influence. Impossible de savoir qui fait quoi, comment, en ce qui concerne ces contrats avec McKinsey. Pour Frédéric Pierru, spécialiste des politiques de santé publique, sociologue et chercheur au CNRS, tout ceci n'est que le résultat d'une porosité grandissante entre l'élite de la haute fonction publique et l'élite du secteur privé. Et effectivement, certains responsables passent du privé au public et retournent dans le privé. 40%
des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des hauts fonctionnaires. Un jour, on va s'en rendre compte. Comme par exemple certains consultants de McKinsey, justement après l'élection d'Emmanuel Macron. L'un devient directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État au numérique, un autre chef du pôle projet à La République En Marche, ou encore l'exemple d'Éric Labey, un dirigeant de McKinsey qui en août 2018 est nommé par Emmanuel Macron président de Polytechnique. Autant vous dire que ces liens, maintes fois rapportés dans la presse, ont laissé la rapporteure perplexe. Et quand elle a évoqué la participation des salariés de McKinsey à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, Karim Tadjeddine a indiqué que ces échanges avec l'équipe de campagne du candidat à partir de son mail professionnel constituaient une erreur qui a donné lieu à une suite interne. Non, j'ai bien entendu ce que vous avez dit ce matin aussi. C'est-à-dire que c'était une erreur. C'est quand même une grosse erreur. 496 800 €, c'est l'équivalent de 1600 purificateurs d'air dans 1600 restaurants scolaires, et c'est l'équivalent d'1 million de masques FFP2 qu'attendent dans l'urgence les enseignants, comme l'a promis le ministre Blanquer, puisqu'il en a promis 5%, donc nous serions à 20% de la promesse. C'est une volonté politique. C'est un choix politique de la part du gouvernement que de faire appel, en lieu et place de notre administration, à des cabinets conseils. Et c'est ce qui rend, selon moi, plus grave encore ces choix. Sur donc c'est pas, je dirais pas scandale d'État, négligence, surtout pas négligence, mais voilà, c'est une volonté politique qui s'inscrit dans peut-être une révision de notre système au sein de notre administration. Je pense que c'est plutôt de ça dont il s'agit. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Par ailleurs, sur la circulaire de Madame, sur les propos de Madame de Montchalin. Rappelez-vous, juste avant son audition, elle était invitée sur une radio périphérique, je crois, où elle avait déjà annoncé que le gouvernement s'apprêtait à demander que le recours soit réduit de 15%, le recours au cabinet de conseil soit réduit de 15%. Et puis opportunément est apparue la circulaire du Premier ministre adressée à ses ministres et aux responsables des cabinets ministériels. Oui, c'est opportun. Je pense que mais je pense que le président Bazin y reviendra. C'est comme le contrôle fiscal dont fait l'objet McKinsey. Notre commission d'enquête démarre au mois de novembre et le contrôle fiscal débute au mois de décembre. Donc, vous voyez, c'est un certain nombre d'éléments de fait, je n'invente rien, qui nous font penser qu'il y a une certaine fébrilité qui a parcouru les rangs du gouvernement et particulièrement du Premier ministre et de la ministre de la Transformation, chargée de la Transformation publique, Madame Amélie de Montchalin. Donc voilà, rien n'est dû au hasard, me semble-t-il. Je pense que le sujet de notre commission d'enquête a fait mouche et que bien évidemment ça a provoqué des réactions et l'audition de McKinsey particulièrement sur le volet relatif à la mission sur les enseignants a quand même été vu par des millions de personnes, ce qui, à mon avis, provoqué cette fébrilité. Il est 7h49, Sud Radio vous explique comment le cabinet privé McKinsey, qui conseille le gouvernement, a pu échapper à la fiscalité française. On en parle ce matin avec Mathieu Aron, journaliste, grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs et co-auteur de ce livre, Les Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, aux éditions Alary. Bonjour. Bonjour Mathieu Aron. Bonjour. Donc dans cette affaire, le ministre Bruno Le Maire a assuré ce week-end que le cabinet McKinsey paiera les impôts qu'il doit aux contribuables, puisqu'on a appris qu'il n'avait pas payé pendant 10 ans. Hein. Le cabinet américain, qui est notamment intervenu dans la gestion de la pandémie, aurait fait de la fameuse optimisation fiscale. Évidemment, beaucoup y voient des combines et des petits arrangements, puisque McKinsey avait une grande influence dans les affaires de l'État. Et d'où votre titre, Mathieu Aron, vous écrivez que donc le cabinet avait même pris le contrôle de l'État. Qu'est-ce qui vous permet d'écrire ça ? Écoutez, quand on voit les missions qui sont confiées à McKinsey comme à d'autres cabinets, on est quand même assez stupéfait. Pour vous donner 2-3 exemples, pour parler de McKinsey, comme vous l'avez dit, est intervenu dans la gestion de la pandémie. Oui. C'est quand même ce cabinet qui a organisé toute la vaccination en France, qui a piloté la stratégie de vaccination en France. Il y a eu des dizaines de consultants qui sont arrivés à Santé publique France,
qui ont, entre guillemets, pris la place de fonctionnaires et qui ont décidé comment organiser cette vaccination. Autre exemple, et peut-être encore plus stupéfiant, le cabinet McKinsey s'est vu confier une mission de conseil par le ministère de l'économie et de la finance pour savoir où est-ce qu'on allait faire des économies dans le budget de l'État. C'est un contrat de près de 18 millions d'euros qu'il a remporté par Bercy, et pourtant Bercy n'était pas au courant que McKinsey ne payait pas d'impôts. C'est ce qu'on raconte dans notre livre. Cela montre, si vous voulez, l'emprise de ces cabinets de conseil, effectivement, sur l'État. Oui, c'est une ingérence dans les affaires de l'État même, quoi. C'est ce qui a été dit par la commission d'enquête également au Sénat, je crois, hein. Oui, on partage le même constat. Nous, ce qu'on raconte véritablement dans l'enquête qu'on a fait avec Caroline Michel, c'est comment ces cabinets de conseil, qui quand même facturent leurs services plus d'1 milliard d'euros par an à l'État, voire 1,5 milliard d'euros par an à l'État, sont présents dans tous les secteurs. Même là où on ne les attend pas, par exemple, sachez que les cabinets de conseil ont une mission de stratégie pour le ministère de la Défense, pour nos armées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pendant des années, on a décidé qu'il y aurait moins de militaires en France, ce sont ces cabinets qui ont été appelés à la rescousse pour savoir où est-ce qu'on allait faire les coupes. Ouais. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce cabinet a abusé de l'État français ? Écoutez, ça c'est pas à moi de dire qu'il a abusé. Ce qui est sûr, c'est que ce cabinet est extrêmement présent dans l'État et que c'est très gênant politiquement cette affaire. Pourquoi c'est gênant ? En un mot, parce que la personne qui est au sein de ce cabinet est responsable des services publics, c'est-à-dire la personne qui passe les marchés avec l'administration. Cette personne s'appelle Karim Tadjedine. Karim Tadjedine est un proche d'Emmanuel Macron. Ils se connaissent depuis très longtemps et si vous voulez, Karim Tadjedine a coécrit un livre qui a été préfacé même par Emmanuel Macron, et Karim Tadjedine, on le sait, a participé à la campagne électorale. Il était dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Donc c'est une affaire qui est gênante politiquement. Ouais, c'est une affaire qui est gênante politiquement, mais le mécanisme qui est pratiqué, comme d'ailleurs par beaucoup d'autres multinationales, finalement n'a rien d'illégal, quoi. Hein. Alors ça c'est à vérifier. Hein. Oui, c'est à vérifier. Effectivement, c'est à vérifier parce que c'est ce que regardent de très près en ce moment des inspecteurs des finances de Bercy. En deux mots, et pour faire très simple, McKinsey France peut en fait déduire de ses impôts des frais qui sont facturés par sa maison mère aux États-Unis. Mais faut-il encore que cette déduction ne soit pas artificielle, qu'elle soit pas totalement gonflée. Or là, quand on regarde le chiffre d'affaires de McKinsey en France, plus de 320 millions d'euros annuels, on peut quand même s'interroger, et visiblement le ministre lui-même s'interroge pour savoir pourquoi McKinsey, dans ces conditions-là, ne payait pas d'impôts. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mécanisme qui a été artificiellement gonflé, en fait? Oui. Non, mais ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, McKinsey vient conseiller l'État et parfois des hauts fonctionnaires, sans doute aussi du côté de Bercy, puisqu'il doit y avoir des échanges, et que maintenant, Bercy va enquêter, en fait. C'est parce qu'il y a eu, en fait, des fuites et que tout ça a été connu. Sinon, cette affaire ne serait pas sortie, Mathieu Aron. Si vous voulez, il y a aussi des journalistes qui enquêtent, comme nous, pour notre livre. Voilà, il y a des parlementaires, heureusement, qui font bien leur travail. C'est ce qu'a fait la commission d'enquête du Sénat. Mais si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est de se dire que depuis, en fait, une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, ces cabinets de conseil, ils opèrent au sein de l'État. Et ça aussi, la commission d'enquête du Sénat le dit très clairement. Dans un manque de transparence absolue, dans une opacité totale. C'est pour ça qu'on a fait le livre, qu'on a porté le sujet sur la place publique. C'est pas possible qu'on ne sache pas en France combien on paye ces cabinets privés et surtout qu'est-ce qu'ils font exactement et pourquoi ce ne sont pas des fonctionnaires qui font ce travail. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de scandale d'État. Est-ce que là, c'est quasiment un scandale d'État ? Moi, je pense que c'est une affaire d'État. Une affaire d'État parce que c'est vraiment l'État qui est en jeu. Quel rôle on veut donner à notre État? Est-ce qu'on veut qu'il soit puissant, qu'il y ait des services publics qui soient efficaces et puissants, ou est-ce qu'on préfère, dans une forme de pensée facile, se dire, comme beaucoup pour gouvernement, de toute façon c'est toujours mieux fait dans le privé, donc on fait appel à ces cabinets privés, et puis comme ça, on va mettre les fonctionnaires dans un coin et on préfère le faire par ces cabinets. C'est pour ça que c'est une affaire d'État. Ouais. Avec votre livre Les Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, est-ce que vous avez eu des portes qui se sont fermées ?
Alors, quand on a demandé, en tout cas, à la ministre de la fonction publique de nous donner le chiffrage, le montant des contrats des cabinets de conseil, on a quand même été surpris parce que dans un premier temps, elle nous a quand même expliqué en juin dernier qu'en réalité, elle n'en savait rien. Ouais. Puis, de manière très surprenante, elle a expliqué devant la commission d'enquête du Sénat, si vous voulez, que ce montant était de 140 millions d'euros. Or, aujourd'hui, on le sait, on est largement plus haut que 1 milliard d'euros. Ouais. En fait, on est pratiquement à 1,5 milliard minimum. Ouais. C'est ce que dit la commission d'enquête du Sénat. Donc, c'est 10 fois plus, donc c'est surprenant. Oui. On ne peut pas dire qu'on a été très bien reçu dans les ministères. Non, en réalité, les ministères ont refusé de nous répondre. Oui. Est-ce que McKinsey intervient, dernière question, Mathieu Aron, est-ce que McKinsey intervient encore aujourd'hui dans les affaires d'État ? Ah oui, il est présent dans de très très nombreux contrats qui sont toujours en cours, absolument. Salut Jean-Baptiste et merci d'être venu sur notre plateau pour évoquer donc le dernier épisode de la série documentaire Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. C'est aussi le plus renversant parce qu'il pose une question de fond. Emmanuel Macron aurait-il donc menti aux Français, au fisc et à la haute autorité de transparence de la vie publique en affirmant à plusieurs reprises et en déclarant sur l'honneur une fortune sous-évaluée? C'est ça le sujet de fond, le sujet politique. Ouais, salut Théo. Ouais, il y a plusieurs sujets qui se posent quand on gratte 3-4 mois comme ça sur le patrimoine de Macron. En fait, il y a des histoires plus ou moins connues, d'autres un peu moins. Bon, pour faire court, il a réussi à échapper pendant 7 ans avec Brigitte à l'ISF, donc ils ne l'ont pas payé. En 2015, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont des biens immobiliers qui fait qu'ils auraient dû le payer. Donc ils sont rattrapés par la patrouille, ils le payent un peu en retard, discretos et tout, on m'a pas vu, bon voilà. Après, quand on fouille également sa déclaration de patrimoine dès 2014, on s'aperçoit qu'en fait, il dit alors je suis pas très riche parce qu'en fait je dois 350 000 euros au Crédit Mutuel, j'ai fait un emprunt. C'est vrai, sauf qu'il dit aussi en fait c'était pour prêter de l'argent pour rénover la maison de Brigitte au Touquet. Mais en fait si tu as prêté de l'argent à ta femme, bah elle te doit ce montant. D'ailleurs c'est France 2 dit ma maison dans les extraits qu'on voit dans votre film. Un coup il dit la maison de Brigitte, un coup il dit ma maison, il sait plus très bien. En fait il a pris de l'argent d'après ce qu'il dit au Crédit Mutuel pour aller faire des travaux dans la maison de Brigitte, sauf que du coup Brigitte lui doit 350 à 500 000 euros, donc ça s'appelle une créance. Et en fait dans son patrimoine qu'il déclare aux autorités françaises, il doit dire qu'il a une créance. Donc en fait son patrimoine aurait été 3 fois plus élevé que ce qu'il a déclaré, donc déjà c'est quand même un peu énorme. Ensuite, bon, il dit qu'il gagne 3 millions d'euros chez Rothschild, mais il a plus rien en 2014. Il a moins d'argent que Nathalie Arthaud et Benoît Hamon. C'est quand même un truc de fou. Donc tout le monde se demande depuis des années où est passé les sous. Donc Berruyer, blogueur, nous dit il a claqué un SMIC par jour, alors que quand tu es à l'Élysée, c'est quand même difficile de claquer 1 200 euros par jour. Donc il y a énormément d'invraisemblances. Tu es un peu, disons, nourri et blanchi, etc. Oui, donc il y a plein d'invraisemblances. Et surtout à la fin, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'en fait, il déclare en 2012 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Alors ça peut paraître beaucoup, 720 000 euros, sauf qu'en fait, chez Rothschild, il est à l'époque déjà depuis 1 an et demi associé gérant, donc il fait partie des 20 meilleurs banquiers de la banque Rothschild. Il fait des deals, des fusions-acquisitions sur des milliards d'euros. Et justement, en avril 2012, juste avant qu'Hollande soit élu, il va jouer un rôle complètement clé dans la signature d'un énorme deal, le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé, 9 milliards d'euros. Il va non seulement amener le client Nestlé, qui est un géant mondial chez Rothschild, donc c'est un exploit, et il va personnellement se déplacer en Suisse dans un moment crucial pour convaincre le patron de Nestlé de mettre 500 millions d'euros en plus sur la table pour rafler Pfizer au nez et à la barbe de Danone. Autrement dit, il a un rôle complètement clé dans ce truc-là, et ça fait des mois qu'on tourne autour en se disant mais comment est-ce qu'il a pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur un deal à 9 milliards? L'ensemble des experts sur la place de Paris nous disent c'est totalement invraisemblable. Et en fait, on a fini par, à force de contacter différentes sources dans le milieu des banques d'affaires, quelqu'un qui est connu et qui est assez proche de la banque Rothschild a fini par nous raconter ce que selon lui il s'est passé, c'est qu'en fait dans le système Rothschild, une partie seulement des rémunérations est versée en France avec une fiche de paye pour avoir une couverture sociale, une retraite, etc. Mais les associés gérants qui font des deals mondiaux auraient obtenu il y a quelques années, tant chez Rothschild que chez Lazare, qu'une partie de leur rémunération finalement ne soit pas fiscalisée en France. C'est-à-dire qu'elles ont le droit d'être versées ailleurs. Et alors le plus gratiné, c'est que dans le cas de la banque Rothschild, une partie de ces fonds serait versée en fait dans des trusts anonymes. C'est pas au nom du banquier, comme ça c'est discretos, à l'étranger et vraisemblablement dans ce qu'on nous dit dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey. Donc là, on est sur un truc assez hallucinant, effectivement, comme tu dis. Alors évidemment, notre source nous dit aussi, vous n'aurez pas de preuves parce que c'est extrêmement bien fait pour que ce soit difficile à prouver, ce qui est logique. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand on contacte Bercy, au lieu de nous dire non, c'est pas vrai, ils nous répondent oui, secret fiscal. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et Rothschild, au début, nous dit alors ce que nous on a perçu, ça vous regarde pas. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas, ces gens-là? Vous avez peut-être suivi des scandales McKinsey
et Rothschild. Alors le tout premier, il s'agit du scandale McKinsey. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une conférence de presse du gouvernement qui devait être demain matin, mais qui a été avancée tant le scandale commence à prendre de l'ampleur. J'aimerais revenir en fait sur ce scandale et déjà souligner qu'il est ahurissant quand vous avez deux affaires de cet ordre-là, que le parquet national financier ne se soit pas d'ores et déjà saisi de l'affaire. Je rappelle quand même que lors de l'affaire Fillon, il y a eu une révélation du Canard enchaîné en janvier 2017, 24 heures après, le parquet financier s'était déjà auto-saisi de cette affaire. Et on parle d'affaires d'une ampleur qui n'ont absolument rien à voir. Je rappelle que McKinsey, par exemple, le cabinet dont on va parler, le cabinet de conseil et les cabinets de conseil de manière générale, c'est une facture de 1 milliard d'euros en 2021. Ça correspond quand même à 277 siècles du salaire brut de Pénélope Fillon dont on reprochait à François Fillon l'emploi fictif. Donc c'est vous dire la disproportion énorme entre les deux affaires. Et dans un cas, en 24 heures, c'était traité. Et dans l'autre, le parquet national financier ne fait rien. On se demande où il est. Il est aux abonnés absents. C'est alerte enlèvement avec le parquet national financier. Et aussi, je vais parler de ces deux affaires parce que d'un point de vue médiatique, c'est quand même très timide. Alors que rappelons-nous, l'affaire Fillon, c'était matin, midi et soir. Il n'est pas normal en fait qu'il n'y ait pas le même traitement du parquet national financier et des médias. Je demande à ce qu'il y ait ce même traitement parce qu'il en va de l'intégrité de cette élection. Pour ce qui est de l'affaire McKinsey, en fait, on connaît la ligne de défense de la Macronie. Ils vont nous expliquer, oui, nous avons eu recours à des cabinets de conseil, mais ces cabinets de conseil avaient déjà été utilisés auparavant par tel ou tel gouvernement. Mais sauf que le conflit d'intérêts va beaucoup plus loin dans le cadre d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on reproche en fait à Emmanuel Macron là-dessus ? Il faut quand même se rappeler qu'en 2017, lors de sa campagne présidentielle, il y avait une quinzaine de conseillers de McKinsey qui ont travaillé pour la campagne d'Emmanuel Macron à titre gracieux, de façon bénévole. Alors ils vont nous dire que c'était du militantisme, etc. Mais évidemment qu'on peut y voir derrière une sorte de renvoi d'ascenseur de la Macronie. Renvoi d'ascenseur dans la surutilisation de ces cabinets de conseil et renvoi d'ascenseur aussi quant à la situation fiscale de McKinsey. Le recours au cabinet de conseil, là, c'est absolument lunaire. C'est au cours du quinquennat 2,4 milliards d'euros, 1 milliard d'euros pour la seule année 2021. Et des fois, c'est pour faire des PowerPoint, quoi, des cabinets de conseil. Déjà, en soi, il est choquant que l'État ait recours à ces cabinets de conseil. Emmanuel Macron, qui ne cesse de traiter les Français d'assistés, c'est un peu comme si vous étiez payé pour votre travail, mais en fait, vous ne le faites pas et vous demandez au cabinet de conseil de le faire. Non, c'est absolument dingue. Il y a des traitements là-dedans, 500 000 euros pour une étude sur l'éducation nationale de très peu de pages et avec quasiment pas de fonds. Ils ont fait essentiellement des benchmarks, mais ils expliquent qu'ils devaient faire des colloques et que ça a été annulé, mais ils ont quand même été payés. Il y avait également, ils ont fait travailler ces cabinets de conseil pour la baisse des APL ou pour le saccage de l'assurance chômage. C'est quand même assez dingue quand on sait que le projet est déjà écrit au niveau de l'Union européenne et demandé par l'Union européenne. Donc c'est un cadeau, en fait, quelque part gratuit qu'Emmanuel Macron aurait fait à McKinsey. Donc ça, évidemment, que ça pose problème. Et beaucoup y voient un retour d'ascenseur d'Emmanuel Macron à McKinsey, ce qui constitue en soi un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts également quand McKinsey s'occupait de la stratégie vaccinale, en fait, de la France. Il faut savoir que McKinsey conseille également Pfizer, et donc McKinsey s'occupait de la stratégie vaccinale en France, mais avait des conflits d'intérêts avec Pfizer. Et ça, évidemment, que c'est un scandale absolument énorme. Et donc, quand vous prenez tout ça mis bout à bout, il y a un autre scandale, et ce scandale a été entre autres révélé par le rapport du Sénat qui est très bon, que je vous mets en lien en description, je vous invite à le consulter. Donc, c'est un scandale tous azimuts. Et en plus de ça, on a appris que non seulement McKinsey travaillait au saccage social, rendait comme ça ses services à Emmanuel Macron, mais en plus de ça, McKinsey ne payait pas d'impôts depuis 10 ans en France. On parle d'une société qui avait un chiffre d'affaires de 329 millions d'euros
en 2020. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça par un montage d'optimisation fiscale dans l'État américain du Delaware. Vous savez, c'est l'État paradis fiscal américain dont d'ailleurs Joe Biden a été le sénateur pendant des années. Eh bien, ils ne payaient pas d'impôts. Et évidemment que les services de Bercy le savaient, étaient au courant. Donc on peut penser non seulement que finalement il y a un renvoi d'ascenseur par des contrats juteux de McKinsey, enfin d'Emmanuel Macron vis-à-vis de McKinsey, en plus de ça, qu'ils ont dû après fermer les yeux par cette optimisation fiscale qui est absolument scandaleuse. Donc on voit bien le scandale énorme en fait de cette affaire qui a des années-lumière de l'affaire des costumes de Fillon ou du prétendu emploi fictif. Donc ça, c'est absolument dingue. Et il faut évidemment informer les citoyens là-dessus et révéler au grand jour ce scandale. Il y a un deuxième scandale qui est le scandale dit Rothschild-Gate, qui a été, lui, révélé par le site d'investigation Off Investigation et l'Humanité qui en a parlé concernant, en fait, le patrimoine d'Emmanuel Macron. Moi, j'avais déjà expliqué en 2017 et il y a quelques semaines qu'il y a un véritable problème avec le patrimoine d'Emmanuel Macron. Il faut nous expliquer, en fait, parce que Emmanuel Macron, quand on met mis bout à bout, il faut savoir que chez Rothschild, il a gagné près de 3 millions d'euros. Ensuite, il est depuis nourri assez grassement par l'État. Ça fait quasiment 10 ans qu'il est dans les arcanes du pouvoir et nourri, logé, blanchi par l'État et rémunéré. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie et maintenant président de la République. Sur ces 10 ans nourri, logé, blanchi, il a gagné en plus, en argent de poche, on pourrait dire, 1,6 million d'euros. Donc vous savez compter évidemment 3 millions d'euros chez Rothschild plus 1,6 million d'euros, donc c'est 4,6 millions d'euros à peu près qu'il a gagné en 14 ans. Maintenant, Emmanuel Macron, dans sa déclaration de patrimoine, nous explique qu'il aurait uniquement 500 000 euros de patrimoine, alors qu'il a gagné 4,6 milliards d'euros. J'ai calculé, ça voudrait dire en fin de compte que Emmanuel Macron, il aurait dépensé 800 euros par jour, en sachant qu'il est nourri, logé, blanchi depuis 10 ans. 800 euros par jour. Alors, soit il y a un problème vis-à-vis de son patrimoine, ce qui serait un scandale évidemment sans nom, ou soit il est très mauvais gestionnaire, lui qui ne cesse de donner des leçons de gestion, alors qu'il a fait exploser la France, la dette de la France de 600 milliards d'euros. Donc là, il y a un véritable problème. Et ce scandale Rothschild va encore plus loin, parce que les journalistes d'Off Investigation nous expliquent qu'Emmanuel Macron n'aurait pas gagné en fait que ces 3 millions d'euros chez Rothschild, mais que en tant qu'associé, il y aurait des bonus qui seraient versés dans des trusts, dans des paradis fiscaux là aussi. Donc il y aurait de la dissimulation d'argent et de l'optimisation fiscale là aussi. Donc entre McKinsey et Macron, c'est le règne en fait de l'optimisation fiscale, voire de l'évasion fiscale. Et ça, évidemment, que c'est un scandale là aussi majeur, avec des montants qui n'ont strictement rien à voir au niveau des ordres de grandeur avec le scandale Fillon. Par contre, il y a un scandale là, McKinsey, plus l'autre truc là qui vient de lui tomber dessus, où il aurait planqué son oseille. Le mec, il est dans les paradis fiscaux, il a caché de l'argent. Vous avez déjà vu autant de crises sociales en même temps, dans l'hôpital, à l'école, partout. Enfin, ce pays est maltraité. On est tous en burn-out, quasiment. Il va falloir s'en rendre compte. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est d'en finir avec le dialogue social. C'est j'ai raison, maintenant c'est comme ça, taisez-vous. Aujourd'hui, on en est, c'est que des gens qui veulent prendre la parole sont obligés, de prendre des copies en otage, comme vous le dites, de s'injecter de l'insuline pour les soignants, de prendre un risque sur leur vie, de faire des grèves de la faim pour Jérôme Rodriguez, encore un gilet jaune qui demande des documents auxquels il a le droit d'avoir accès. Enfin, voilà où on en est réduit. C'est-à-dire que on parle de radicalisation, mais regardez qui est radical. Regardez où sont les gens qui refusent le dialogue. Ils sont au gouvernement, ils sont au pouvoir. Nous avons quand même à la tête de l'État quelqu'un, donc le président de la République, qui nous dit que être citoyen, c'est avoir des devoirs avant d'avoir des droits. Avant les droits, il y a les devoirs. Il n'y a aucune nation qui tienne si chacun demande ses droits avant de savoir quel devoir il a à l'égard de la nation. Aucune nation ne tient. Nous avons d'abord des devoirs à l'égard de la nation. Une fois ces devoirs remplis, nous pouvons nous interroger sur les droits. Et ça, c'est quelque chose de très grave parce que ça nous fait rentrer dans un régime autoritaire dans lequel les droits des citoyens sont conditionnés à des devoirs et dans lequel, en fait, être libre, maintenant, dépend
de conditions qui sont fixées de manière plus ou moins arbitraire par le pouvoir. Être citoyen, ce n'est pas demander toujours des droits supplémentaires. C'est veiller d'abord à tenir ses devoirs à l'égard de la nation. Et moi, je dis simplement qu'il faut faire très attention à cette dérive autoritaire à laquelle on assiste, qui était déjà là pendant les Gilets jaunes et qui s'est aggravée mais de manière spectaculaire pendant cette crise. Et il ne s'agit pas de dire on est en dictature, quoi que ce soit, d'être caricatural. Je dis pas ça, je dis faisons très attention parce qu'on est en train de liquider tout l'héritage républicain, démocratique qui nous vient de 1789. On est en train de liquider l'idée d'un état de droit, de notre constitution avec des droits fondamentaux, etc. Ce qui nous affaiblit, c'est quand on croit qu'on a surtout des droits, des devoirs et des droits. Mais toujours des devoirs d'abord. La République française, c'est quand même ça. Et on est en train d'abandonner ça, et c'est ça, moi, qui m'effraie le plus. Et alors, la liberté devient une valeur totalement secondaire, voire même qui est en train de disparaître. Les devoirs valent avant. Cette Macronie de copains et de coquins, cette Macronie de scandale et de casse sociale, cette Macronie qui emmerde une catégorie de citoyens, cette Macronie où on emmerde le bloc populaire, cette Macronie qui ruine le pays, et le pousse vers le chaos, nous n'en voulons plus. Jetons-la dans la poubelle de l'histoire. Et écoutons les conseils de Tatiana Ventose, dans une vidéo émouvante dont voici un petit extrait. Le lien est dans la description. On va prendre tout de suite le taureau par les cornes et pas attendre d'être devant le fait accompli. Le 24 avril prochain, on aura le choix entre deux modèles de société. L'un sera libéral, mondialiste et fédéraliste. Il porte en lui la destruction de notre modèle social et une dérive autoritaire certaine dont nous n'avons eu qu'un avant-goût jusqu'ici. L'autre sera... ça dépend. Les sondages nous disent probablement Le Pen, possiblement Mélenchon. Dans tous les cas, le projet face à celui d'Emmanuel Macron aura le bon goût d'être un peu plus social et de tendre vers un peu plus de protectionnisme et de souverainisme. Ça ne sera pas idéal, pour beaucoup en tout cas, mais c'est l'alternative qui sera la nôtre au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je reçois ces derniers temps énormément de messages qui me demandent « il faut faire quoi ? Il faut voter pour qui ? Est-ce que même il faut voter tout court ?» Alors je vais pas y aller par quatre chemins. Il faut dégager Macron, quoi qu'il en coûte. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Donc le calme, c'est pas vous qui le donnez. Mon travail n'est pas de regarder la télévision et de faire des commentaires d'actualité. Il y en a certains, au lieu de bordel, il faut mieux d'aller regarder Gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Je ne vais pas me faire peur à votre futur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est travailler. Cette société, majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Et des bêtises. Le poisson pêche peu. Il pêche peu. C'est différent. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui, je leur dis merci. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.